La robe pèse plus lourd qu'elle. À 6 ans à peine, Isabelle de France avance à petits pas sous un carcan de soie dorée et de pierreries, tandis que des centaines de cierges tremblotent sur les vitraux gothiques de la cathédrale Saint-Paul. L'orgue roule comme un tonnerre dans la nef de pierre, et les nobles de 2 royaumes retiennent leur souffle. Une enfant épouse s'approche de l'autel où l'attend un homme de 29 ans, prêt à faire d'elle sa reine. Dans les quelques minutes qui suivent, se dessine la vérité glaçante d'une des plus jeunes victimes politiques d'Europe. Ce que des chroniqueurs médiévaux ont tenté d'enfouir des siècles durant sur ce qui se passait réellement derrière les murs des palais lorsque les enfants devenaient des pions dans les jeux royaux. Et ce qui rend l'affaire plus troublante encore, c'est que rien de tout cela n'appartenait à un lointain barbarisme. C'était Londres, c'était la France, c'était le cœur de la civilisation médiévale. Ce récit fissure l'image polie de la royauté européenne, révélant la manière dont elle traitait ses propres enfants. 9 novembre 1389. Le palais du Louvre se remplit de cris, mais ce ne sont pas ceux d'un accouchement. Le roi Charles VI de France a une nouvelle crise. Persuadé d'être fait de verre, il craint qu'un simple effleurement ne le brise en 1000 éclats. Les gardes ont reçu l'ordre de garder leur distance. Le souverain, recroquevillé dans un angle, gémit que des ennemis invisibles le pourchassent jusque dans ses appartements. Dans une autre aile, la reine Isabeau de Bavière met au monde sa 4e fille. Les sages-femmes échangent un regard inquiet. Une fille de plus, une bouche de plus, un outil politique de plus à aiguiser et à troquer le moment venu. On la nomme Isabelle. Dès le premier souffle, elle n'est pas une enfant, elle est une monnaie. Pensez-y un instant. Quand, à 6 ans, votre plus grande inquiétude aurait été d'apprendre à lire ou de vous faire des amis, Isabelle était éduquée comme un traité vivant. Ses jouets n'étaient pas des poupées, mais des cours miniatures où l'on répétait les cérémonies diplomatiques. Ses histoires du soir n'étaient pas des contes, mais des leçons d'art de gouverner. Pour comprendre comment une fillette se retrouva mariée à un homme assez âgé pour être son père, il faut mettre à nu le cœur purulent de la famille royale de France. Charles VI, Charles le Fol, n'avait pas toujours été fou. À 24 ans, quelque chose s'est rompu en lui au cours d'une campagne. Un instant, il menait ses troupes. L'instant d'après, il les attaquait, convaincu qu'il avait affaire à des assassins. Les accès revinrent par vagues. Parfois, il demeurait lucide des mois durant, cultivé, à la hauteur de ce que la France attendait de son roi. Puis, sans prévenir, il déambulait nu en hurlant dans le palais, oubliait son nom, ou pire, oubliait jusqu'à l'existence de sa femme et de ses enfants. La médecine médiévale n'avait pas de remède. On tenta de la saigner à l'exorcisme. Rien n'y fit. La France était gouvernée par un dément, et dans l'ombre, les opportunistes tournoyaient comme des vautours. Isabeau de Bavière, la mère d'Isabelle, fut le premier de ces vautours. Là où d'autres voyaient une tragédie, elle vit une chance. Chaque crise du roi signifiait davantage de pouvoir à saisir, plus d'or à soustraire, plus d'amants à accueillir tandis que son mari se tairait. Les chroniqueurs de cour, souvenez-vous, étaient payés pour enjoliver les princes. Or, même eux ne purent dissimuler leur dégoût. L'un écrivit qu'Isabeau aimait davantage ses bijoux que ses enfants, ses plaisirs que ses prières. Un autre affirma qu'elle avait au moins 3 amants pendant les accès du roi, parfois dans des pièces contiguës à celles où l'on maîtrisait Charles VI. Voilà le modèle maternel qui s'offrit à Isabelle. Le Louvre de son enfance était un labyrinthe de conjurations. 2 factions s'y déchiraient pour s'emparer du roi malade, Armagnac et Bourguignon. Les tentatives d'assassinat étaient fréquentes, le poison, une hantise quotidienne. Les enfants nobles ne jouaient pas dans les jardins, mais dans des cours fortifiées sous l'œil de gardes qui scrutèrent les toits, redoutant un carreau d'arbalète. Isabelle apprit à reconnaître les signes avant-coureurs de la folie paternelle avant ses lettres, le regard fuyant, le tremblement des mains, ce silence compact qui signifiait qu'il fallait évacuer avant que la violence n'éclate. Elle avait 4 ans lorsqu'elle vit pour la première fois son père tenter de tuer sa mère, persuadé qu'Isabeau était un démon venu voler son âme. Voici un détail que l'on préfère taire. La cour française tenait des comptes méticuleux, et dans ses registres poussiéreux gît une ligne brève et déchirante. En 1394, Isabelle a 5 ans quand le trésor règle la pose de barreaux de fer aux fenêtres de sa chambre. Pas pour la décoration, ni pour parer une menace extérieure, on les posa parce qu'une princesse de 5 ans avait tenté de sauter. À cet âge, la mort lui semblait déjà préférable à sa vie.
Cette enfance traumatique ne fut qu'un prélude. En 1395, des messagers d'Angleterre arrivèrent avec une proposition qui résoudrait bien des problèmes français et condamnerait une fillette à une vie de cauchemar. Richard II d'Angleterre était désespéré. Sa première épouse, Anne de Bohême, était morte, le laissant sans héritier ni alliance. Sa noblesse grondait. Son trésor, saigné par la guerre avec la France, était vide. Il lui fallait la paix. Il lui fallait de l'argent. Il lui fallait tout cela sur le champ. Le Conseil de Régence français vit l'occasion d'acheter presque 30 années de paix avec de l'or anglais, pour le prix d'une enfant de 6 ans. Les négociations marquent le passage du tragique au monstrueux. Imaginez des hommes mûrs, en velours, assis autour de tables cirées, marchandant une enfant comme au marché aux esclaves. Les ambassadeurs anglais hésitèrent d'abord. Même pour l'époque, 6 ans, c'était d'une précocité choquante. La plupart des épouses royales avaient au moins 12 ans, âge où l'on espérait survivre à un accouchement. Les négociateurs français opposèrent un argument qui glace encore. Si l'on prenait Isabelle très jeune, Richard pourrait la façonner à sa guise. Elle ne connaîtrait que les usages anglais, ne désirerait que ce que Richard désirait. Elle serait, disait-il, plus complètement à lui. Il parlait d'apprivoiser une enfant, d'un conditionnement organisé par les États au bénéfice d'un homme de 29 ans. Les Anglais exigèrent de l'inspecter. Oui, l'examiner comme du bétail. Les courtisans français reçurent l'ordre de présenter Isabelle à la délégation. On examina ses dents, sa posture, ses cheveux. On la fit marcher pour s'assurer de l'absence de difformité. Un seigneur anglais, à demi-voix, jugea qu'elle mûrirait à merveille. Elle avait 6 ans. L'accord fut scellé à l'été 1396. La France paierait 800 000 livres, somme ahurissante, presque 2 années de revenus de la couronne d'Angleterre. En échange, Richard II recevrait Isabelle, une trêve de 28 ans et la restitution de territoire. On réserva toutefois la cruauté la plus fine à une clause du contrat de mariage, conservée aujourd'hui dans les archives anglaises et que nombre d'historiens survolent. Si la consommation était différée jusqu'à l'âge approprié, le roi bénéficierait immédiatement de tous les autres droits d'époux. Quels droits? Décider de sa résidence, de son éducation, de ses fréquentations, partager sa couche, car on estimait qu'une jeune épouse devait s'accoutumer à la présence de son mari, exercer une autorité absolue sur tous les aspects de son existence. En un trait de plume, on vendit son enfance. Quand on lui annonça qu'elle deviendrait reine d'Angleterre, elle posa une question que sa gouvernante consigna plus tard dans une lettre privée. « Pourrais-je emporter mes poupées ?» Son premier souci, à 6 ans, fut de savoir si elle garderait ses jouets. Car elle en était encore là. Une enfant qu'il fallait aider à tresser ses cheveux, qui pleurait en s'éraflant les genoux. La cour de France se jeta sur les préparatifs de noces avec une ardeur obscène. Des lingères travaillèrent nuit et jour à un trousseau royal. 12 robes de noces, 40 robes de cérémonie, des joyaux ayant appartenu à 3 générations de reines, tout fut taillé pour un corps d'enfant. Isabeau de Bavière supervisa personnellement, montrant plus d'intérêt pour ce mariage que pour toute l'éducation de sa fille. C'était son triomphe, échanger une fille contre la paix et l'or. Les poètes de cour célébrèrent sa sagesse. Personne n'écrivit de vers pour la fillette empaquetée pour l'exportation. Octobre 1396, cérémonie d'adieu au Louvre. Charles VI, lucide pour une fois, bénit sa fille en pleurant. On raconta qu'il la serra si fort qu'il fallut lui desserrer les bras. Il lui glissa quelques mots à l'oreille qui déclenchèrent des sanglots inconsolables. On ne saura jamais ce qu'un roi fou confia à sa fille de 6 ans avant de la perdre. Mais des domestiques rapportèrent qu'Isabelle cria pour son père jusqu'à s'érailler la voix, bien après que le palais eut disparu à l'horizon. La route de Paris à Calais dura 2 semaines. 2 semaines d'arrachement, toujours plus loin de tout ce qu'elle connaissait. Ses suivantes jurèrent qu'elle mangeait à peine, dormait à peine. Elle serrait si fort une petite poupée de bois, sa préférée, que ses doigts saignaient. À Calais, la remise eut des airs d'échange d'otages, car c'en était un. Les Anglais avaient dressé une ville de tentes sur la plage, pavillons de soie à perte de vue, chacun portant l'étendard personnel de Richard. Musiciens et acrobates donnèrent la fête. Tout le monde se réjouissait, sauf le prix de 6 ans au centre du spectacle. La scène fut chorégraphiée au cordeau. Les nobles français menèrent Isabelle jusqu'au milieu exact d'un terrain mesuré. Les nobles anglais s'y avancèrent à leur rencontre.
On prononça des paroles en latin qu'elle ne comprenait pas. On signa. L'or changea de main. Et comme cela, elle appartint à l'Angleterre. Aussitôt, on la sépara de ses femmes françaises. Sa gouvernante, qui l'avait élevée depuis sa naissance, fut renvoyée. Ses demoiselles d'honneur, remplacées par des Anglaises qui ne parlèrent pas sa langue. Même son petit chien, promis pour le voyage, fut retiré. Richard n'aimait pas les chiens de petite taille. En 1 heure, on effaça tout ce qui lui était familier. La route de Calais à Londres fut un défilé de visages inconnus et de mots incompréhensibles. L'Angleterre voulut faire fête, chaque ville dut acclamer sa nouvelle reine. Mais imaginez avoir 6 ans, être épuisé, effrayé, et recevoir des clameurs dans une langue étrangère, tandis que les cloches sonnent et que la foule vous enserre. Elle confia plus tard à son confesseur qu'elle crut qu'on la menait à l'exécution. À ses yeux d'enfant, tant d'apparat ne pouvait signifier que la mort. Elle n'avait pas tout à fait tort. Londres, novembre 1396. La ville n'avait jamais vu pareil spectacle. Richard II dépensa une fortune qu'il n'avait pas pour éblouir ses sujets et intimider ses ennemis. Westminster se couvrit de draps d'or. La Tamise, hérissée de barges pavoisées. Toutes les cloches, du matin à minuit. Saint-Paul se mua en vision fiévreuse. Milliers de cierges, encens suffocants, bannières aux armes liées d'Angleterre et de France, hôtels chargés d'or pour acheter une armée. Et, au centre, un homme de 29 ans attendant d'épouser une enfant de 6 ans. Richard II frappait par l'élégance, grand, fin, très idéalisé par les peintres, robe valant plus que des domaines. Il était nerveux, mais pas pour les raisons qu'on espérerait. Rien sur la morale de l'union. Il calculait. Cette alliance lui donnerait-elle le temps d'écraser ses rivaux? Les Français paieraient-ils la dot entière? Ces barons accepteraient-ils une reine incapable d'engendrer un héritier avant des années? Lorsque l'on amena Isabelle dans la cathédrale, un souffle parcourut l'assistance. Non d'admiration, mais de stupeur. Elle était si petite. Les robes traînaient si lourdement qu'il fallut 2 femmes pour soutenir la queue. La couronne, faite sur mesure, glissait sans cesse. On la rajustait à tout instant. Elle ne marchait pas. On la menait, comme une prisonnière, le long d'une allée interminable. Des centaines de nobles observaient, des ambassadeurs prenaient note. À l'hôtel, l'époux attendait, patient comme une araignée. L'archevêque de Cantorbéry officia. Il dut s'agenouiller pour atteindre le niveau d'Isabelle. Quand il lui demanda si elle consentait, elle ne répondit pas. La terreur lui avait volé la voix. Une dame anglaise souffla les mots qu'elle répéta si bas que seuls les plus proches entendirent « Je le veux ». 2 mots qui la condamnèrent à une captivité à vie. Au moment des anneaux, les mains de Richard engloutirent les siennes. Elle tressaillit au contact. L'anneau, bien qu'enfantin, dut être forcé jusqu'au doigt, arrachant un gémissement que nul n'entendit ou que nul n'écouta dans l'immense nef. On aménagea le baiser de paix. Richard posa ses lèvres sur son front, non sur sa bouche. Unique geste de retenue au milieu d'une mise en scène grotesque. Et ce fut fini. Isabelle de France devint Isabella d'Angleterre, reine consort, épouse d'un homme qui aurait pu être son père. Les cloches sonnèrent, on lança des pièces aux pauvres. Au pied de l'autel, une enfant pleurait, ne comprenant pas la liesse qui accompagnait le pire jour de sa vie. Le festin à Westminster rassembla 2000 convives. On servit des mets qui auraient nourri des villages, cygnes farcis de paons, têtes de sangliers dorés, vins de tout l'horizon. Musiciens, bouffons, acrobates risquant leur vie. Isabelle siégea à la grande table sur un fauteuil spécialement rehaussé pour l'élever à hauteur d'adulte. Elle ne mangea pas. L'archevêque d'York nota qu'elle fixa tout le repas à un point du mur, comme si son âme avait quitté le corps. Mais l'horreur ne faisait que commencer. La nuit de noces médiévale était un rite public, non la consommation, mais la mise au lit. Les dames déshabillaient la mariée, les prêtres bénissaient, puis on la couchait, le mari les rejoignait, on tirait les courtines, l'union était complète. Pour Isabelle, on adapta le rite. On la coucha en chemise, serrant la seule poupée française autorisée. Richard entra en robe de nuit. Sous le regard de la cour, il se glissa dans le lit d'une enfant de 6 ans. On ferma les rideaux. On les laissa seuls. Que se passe-t-il? Nous ne savons pas. Richard jura plus tard n'avoir pas consommé, et nul document ne contredit cet engagement. Le matin, ces femmes retrouvèrent à la petite recroquevillée dans un angle du lit, muette et figée. Elle ne parla pas 3 jours.
Quand enfin elle rouvrit la bouche, ce fut pour demander en français « Quand rentrerai-je chez moi ?» La réponse, bien sûr, fut « Jamais ». Et pourtant, le récit bifurque. Malgré le dispositif monstrueux dont il était l'axe, Richard II paraît avoir traité Isabelle avec un certain ménagement après les noces. Il lui constitua une maison distincte à Windsor, peuplée d'attendants francophones recrutés pour elle. Il lui rendit visite régulièrement, mais garda des chambres séparées. Il la couvrit de présents, non des joyaux, mais des jouets, des livres, un petit poney blanc qu'elle baptisa Blanche. Était-ce de la bonté ou un apprivoisement calculé? Les historiens en débattent. Ce qui est sûr, Isabelle finit par lui faire confiance. Elle apprit l'anglais, participa aux cérémonies, alla jusqu'à lui témoigner une affection enfantine, l'appelant « Monseigneur oncle », manière de donner sens à l'indicible. Richard, de son côté, semblait sincèrement épris de sa petite reine. Il commanda des portraits où elle pose, menue, sa main sur son bras. Il écrivit des vers sur l'innocence et la protection. Il châtiait durement toute insolence envers elle. Mais ne confondez pas cela avec une rédemption. Un geôlier doux reste un geôlier. Un prédateur aimable reste un prédateur. Une enfant épouse bien traitée reste une enfant épouse. La cour se fixa dans une routine étrange. Isabelle assistait au rite d'État où on l'exhibait comme un animal docile. Les ambassadeurs louaient son éducation, sa récitation de vers anglais, ses danses savantes. Nul ne mentionnait qu'elle jouait encore à la poupée en secret, qu'elle se réveillait en hurlant la nuit en appelant un père au-delà de la mer, que ses femmes de chambre devaient la convaincre de manger tant le mal du pays la consumait. Les nobles anglais se divisaient, certains, sentant le vent, flattaient l'enfant reine, d'autres, ulcérés par l'influence française et une dot qui avait vidé la cassette, la traitaient avec un mépris à peine voilé. Un chroniqueur rapporte un épisode qu'on expurge volontiers. Lors d'un banquet, un seigneur ivre plaisanta sur le moment où la reine serait bonne à engendrer. Le hall éclata de rire. Isabelle, ne comprenant pas l'allusion mais sentant la moquerie, éclata en sanglots et s'enfuit. Richard fit presque fouetter l'homme à mort, sans pour autant changer la culture qui rendait possible cette plaisanterie. En France, tout empirait. La folie de Charles VI s'aggravait, la corruption d'Isabeau s'étalait, la guerre civile couvait. Les 800 000 livres de dot, censés sceller une paix durable, furent engloutis en moins de 2 ans dans des chantiers somptuaires et des campagnes ratées. Isabelle recevait des lettres de chez elle, censurées par les Anglais. Elle répondait par des billets dont il ne subsiste que des lambeaux. « Je prie pour vous chaque jour. Je suis bien traité, mais mon cœur demeure en France. Vous souvenez-vous de moi? Je crains que vous n'ayez oublié votre Isabelle. » Elle avait 7 ans et se craignait déjà effacée. 1399, tout bascule en quelques mois sanglants. La monarchie de Richard s'était faite plus tyrannique. Il avait exilé ou exécuté des seigneurs, gouverné sans parlement, dilapidé l'argent du royaume. L'étincelle fut la spoliation des domaines d'Henri Bolingbroke, duc de Lancastre. Henri leva une armée. Les soutiens de Richard se volatilisèrent. En août, le roi qui avait épousé une enfant par calcul se retrouva prisonnier dans son propre royaume. Et pour Isabelle? Le matin, elle se réveilla reine. Le soir, elle était veuve de 10 ans. Richard fut conduit à Pontefract, où il mourut quelques mois plus tard dans des circonstances obscures, de faim, disent certains, sous la hache, disent d'autres. Isabelle ne fut pas autorisée à le voir ni à lui dire adieu. La dernière image fut celle d'un homme traîné en chaîne, tandis qu'elle hurlait son nom. Désormais, elle appartenait à un nouveau roi pour qui elle n'était qu'un problème à résoudre. Henri IV se trouvait face à un dilemme. En droit, Isabelle était encore reine. La dot, déjà dépensée, la renvoyer supposait de rendre un argent disparu. La garder, c'était loger et nourrir un symbole vivant du régime honni. Il opta pour une solution cruelle et pratique, l'invité d'honneur du palais de Havering, qu'il était interdit de quitter, où toute lettre était lue, tout visiteur français refusé. 3 ans durant, de 10 à 13 ans, des années où l'on devrait apprendre, grandir, jouer, Isabelle vécut une captivité dorée dans un pays qui avait tué le seul homme qui, là-bas, lui avait montré une forme de tendresse. Les lettres qu'elle écrivit alors brisent le cœur. Elles dorment dans des archives, parfois méprisées par les historiens. Elles dévoilent une enfant qui se défait. « Je suis oubliée de tous », confie-t-elle à une tante.
Je parle au mur en français pour ne pas oublier le son. Je rêve de la maison et me réveille en prison. À son père. On me dit que vous êtes encore malade. Je prie pour votre guérison. Je prie que vous vous souveniez que vous avez une fille en Angleterre qui vous aime. La plus dévastatrice ne fut jamais envoyée. On la trouva cachée dans ses appartements après son départ. Elle était adressée à Richard. Monseigneur, on dit que vous êtes mort, mais je ne le crois pas. Vous m'avez promis de me protéger toujours. Je vous attends encore. Votre Isabelle. Une adolescente de 13 ans attendant qu'un mort vienne la sauver. Voilà ce que la politique anglaise avait fabriqué. Henri tente plusieurs issues. D'abord, marier Isabelle à son fils, le futur Henri V. Elle refusa avec une véhémence qui stupéfia la cour. La fillette soumise avait trouvé sa voie. Je suis la veuve de Richard. Je n'épouserai aucun prince anglais. Il fallait du courage, défier, à 13 ans, un roi qui en avait déjà déposé un. Henri se fit plus dur. Si elle ne se remariait pas, elle resterait en Angleterre indéfiniment, otage garantissant la bonne conduite de la France. Mais Isabelle avait appris. Elle fit passer des lettres par des serviteurs compatissants, feignit des maladies pour recevoir des médecins francophones qui transmettèrent ses messages, utilisa son rang de reine douairière pour obtenir des privilèges qu'elle convertissait en appui. Ce n'était pas une princesse passive, c'était une survivante. Finalement, sous la pression de ces lettres et pour sauver la face, la cour de France exigea son retour. Les tractations traînèrent 2 ans. Henri voulait compensation pour la dot. La France voulait compensation pour la captivité. Aller-retour, tandis que la jeunesse d'une fille se desséchait. Le déclic vint d'une source inattendue. Charles VI eut un moment de lucidité. Un jour, un seul, la brume se dissipa. Il se souvint d'une fille en Angleterre, vendue pour la paix, et entra dans une fureur qui terrifia ses gardiens. Ramenez-la! Pour une fois, on obéit au roi fou. En 1401, à 13 ans, Isabelle rentra enfin. Mais celle qui revint n'était plus l'enfant parti. Les témoins la décrivirent vieillie, mélancolique, et, détail frappant, se retournant sans cesse, comme guettant qu'on la reprenne. Les retrouvailles ne furent pas le rêve qu'elle avait nourri 5 ans. Charles VI ne la reconnut pas. La folie l'avait repris. Isabeau n'aperçut pas une fille, mais un actif déprécié. Une reine usée valait moins sur le marché conjugal qu'une princesse intacte. Pourtant, elle était chez elle, terre, voix, mets français. Le cauchemar, croyait-elle peut-être, était fini. Il ne faisait que changer de forme. La France de 1401 était plus chaotique encore. Guerre civile ouverte entre Armagnac et Bourguignon, Paris changeant de main, le roi, Pantin, la reine-mère, alliée de l'ennemi, trésor vide, peuple affamé. Et Isabelle, marchandise, endommagée à réhabiliter. La solution d'Isabeau fut rapide, mercenaire. En 1406, elle arrangea le mariage d'Isabelle avec Charles, duc d'Orléans. Poète, rêveur, proche d'elle par l'âge et le tempérament. Pour la première fois, Isabelle connut quelque chose comme l'amour. Charles était doux ou Richard fut possessif, jeune ou Richard vieillissait. Il lui écrivit des vers de guérison et d'espérance. Une éclaircie. En 1409 naquit leur fille, Jeanne. La maternité métamorphosa Isabelle. On la vit rayonner d'une joie inconnue, portée par l'évidence d'aimer quelqu'un qui lui appartenait vraiment et de protéger comme on ne l'avait jamais protégé. Le bonheur ne dura pas. L'accouchement fut difficile. Trop pour un corps mal nourri par le chagrin, usé par le stress, vieilli par le traumatisme. Les médecins, les mêmes qui ne savaient pas guérir un roi fou, furent impuissants à sauver une reine jeune. À 20 ans, Isabelle se mourut. Elle ne demanda qu'une chose, tenir sa fille encore une fois. On amena la petite Jeanne, elle lui murmura à l'oreille des mots que personne ne surprit. Ses derniers souffles furent pour son enfant. Elle s'éteignit le 13 septembre 1409. 20 ans, reine 2 fois, prisonnière, pion, et enfin, brièvement mère. Les chroniqueurs de cour lui consacrèrent 3 lignes. 3 lignes pour celle qu'on avait vendue à 6 ans, veuve à 10, captive jusqu'à 13, morte à 20. 3 lignes sur l'impact politique, pas sur la tragédie humaine. Pourtant les preuves existent, dans les archives, les lettres intimes, les marges où des scribes osèrent parfois une vérité. On sait ce qu'on a fait à Isabelle de France.
Elle n'était pas une princesse de conte. C'était une enfant sacrifiée sur l'autel de la politique. Une souffrance ni noble ni utile, une cruauté évitable, travestie de soi et baptisée diplomatie. Et ce n'était pas une aberration. Ce récit s'est répété des centaines de fois en Europe. Marguerite von, mariée à 15 ans, Philippa d'Angleterre, fiancée dès 1 an, d'innombrables filles dont le nom n'a pas même été noté parce qu'elles ne comptaient pas. Si Isabelle nous reste, c'est que des fragments suffisent à recomposer sa vérité. Elle les représente toutes, ses enfants livrés à l'ambition des parents. Quand vous voyez romantiser le Moyen-Âge, rappelez-vous Isabelle pleurant son père pendant qu'on la portait vers l'Angleterre. Quand on chante la chevalerie, pensez à une enfant qui demanda si elle pouvait emporter ses poupées à son mariage. Quand on relativise les mariages arrangés d'une autre époque, pensez à une jeune femme de 20 ans mourant d'un corps brisé par une vie de captivité. Isabelle de France a été assassinée, non par l'épée ni par le poison, mais par la politique. Non en 1 jour, mais en 14 années de destruction méthodique. On a tué son enfance à 6 ans, sa liberté à 10, son espérance à 13, et, enfin, son corps à 20. Elle laissa une fille vouée à sa propre union politique, à sa propre réduction en monnaie d'échange. Le cycle continua. Il continue tant qu'on ne le nomme pas. Nommons-le, justement. Abus d'enfants cautionnés par l'Église et l'État. Trafic humain déguisé en cérémonie. Destruction de l'innocence au nom du pouvoir. Voilà le vrai Moyen-Âge derrière les châteaux et les couronnes. Voilà l'horreur qu'on a voulu oublier. Isabelle mérite d'être rappelée, non comme reine, ni symbole politique, mais comme l'enfant qu'on devait protéger et qu'on vendit, comme la jeune femme qui trouva l'amour trop tard pour la sauver. Sa pierre dit « Isabelle de Valois, reine d'Angleterre, duchesse d'Orléans ». Elle devrait dire « Isabelle, victime d'un monde qui considérait les enfants comme des biens ». Elle avait 6 ans dans une robe plus lourde qu'elle, et personne ne l'a sauvée.